dernière partie, je vous demande d'accueillir donc le docteur Gwenaël Andro, pédopsychiatre de service public de l'EPSM de Caen. Ça va? Ça va. Ok. Qui intervient avec les équipes des hôpitaux de jour de pédopsie de Caen. Donc le thème de cette intervention, c'est le travail du négatif dans le soin institutionnel. Et vous êtes accompagné, donc vous me reprenez si je fais des erreurs. Donc Michel Gols, psychologue sur l'hôpital de jour du Chemin Vert à Caen. Valérie Grégoire, psychologue sur l'hôpital de jour de Cormel-le-Royal. Et Hélène Chauvel, médecin psychiatre des hôpitaux de jour de Caen. Ça va? D'accord, excusez-moi en tout cas sur l'erreur que j'ai pu formuler. Je vous laisse prendre la parole, merci. Bien, je ne vais faire qu'introduire, puisque je ne travaille pas dans un hôpital de jour. Voilà. Je ne travaille pas dans un hôpital de jour, contrairement à mes trois collègues ici. Je suis chef du pôle de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de l'EPSM, qui est un large pôle qui couvre les 3/4 du Calvados. Et donc, ma fonction va être celle qu'évoquait tout à l'heure Pierre Delion, de tenter de protéger les équipes dans mon interface avec les tutelles, avec toutes les choses, les contraintes qu'a pu décrire Pierre. Alors c'est un rôle qui n'est pas toujours facile, voire même très difficile. Nous avons dans notre pôle très peu de places d'hôpital de jour. C'était comme ça quand je suis arrivée. Et évidemment, nous n'avons pas créé de nouvelles places puisque la notion d'hôpital de jour n'est plus du tout à l'ordre du jour. Donc difficile d'en parler, difficile de demander quelque chose pour une modalité de soins qui n'a plus le vent en poupe. Donc nous faisons avec ce nombre de places réduit, enfin réduit au vu de la population dont on s'occupe. Et ici sont présentes les équipes donc donc sur le pôle nous avons 45 places pour les enfants de moins de 12 ans et 5 places pour les ados. Et ici ce sont 2 hôpitaux de jour de Caen qui sont représentés ici, qu'on appelle des petits hôpitaux de jour. Petits parce qu'ils ont une capacité chacun de 10 places et parce qu'ils accueillent plus des petits. Mais les petits grandissent, évidemment et heureusement. Il y a eu beaucoup de changements de références médicales depuis ces dernières années. Il y a eu aussi beaucoup de turnover dans les équipes qui montrent que j'ai failli dans ma mission de protection des équipes. Alors, il faut savoir que, bon, vous savez tous, la notion du TND qui emporte les 3/4 de la pédopsychiatrie, du TSA qui ne dit plus vraiment de qui on s'occupe. Alors, difficile de parler d'un enfant psychotique, par exemple, parce qu'il n'existe plus. Et puis, la visite à HAS dans les hôpitaux de jour a aussi fait beaucoup de dégâts. On parlait tout à l'heure du narcissisme nécessaire des soignants pour aller tous les jours au boulot. C'est évident, hein, il faut un narcissisme pour y aller, hein, pour ne pas soit être dans des mesures d'évitement, c'est-à-dire quitter un service, aller ailleurs, ou dans des choses plus graves, à savoir de burn-out, d'arrêt de travail, comme l'évoquait Pierre. Puisque nous accueillons du coup sur ces places beaucoup d'enfants autistes graves sans langage, c'est-à-dire qu'on essaye de prendre ceux qui ne sont pris nulle part, qui pour l'école c'est trop compliqué, pour les familles c'est lourd, donc ça regroupe du coup, il y a assez peu de mixité en termes de lourdeur, avec quand même l'injonction paradoxale qui est toujours, la tutelle me dit vous n'aurez aucun argent pour l'autisme, ça ne relève pas du sanitaire, c'est du médico-social, voilà. Et aussi quelque chose autour des équipes où ils ne seraient pas compétents, puisque l'hôpital de jour n'est pas un outil. Alors c'est évidemment, mais on nous dit quand même qu'il faut qu'on s'en occupe, puisqu'ils ne peuvent pas être accueillis ailleurs. Donc c'est ce paradoxe avec lequel doivent travailler les équipes, à savoir peut-être qu'ils ne sont pas reconnus compétents sur un outil qui n'est plus reconnu dans le champ de l'autisme, et pourtant on leur demande instamment de les recevoir et de les soigner. Donc cette fonction de protection, elle n'est pas facile. Donc je vais laisser la parole. Donc l'idée c'est que les deux équipes des hôpitaux de jour ont travaillé ensemble avec donc Monsieur Gols
Madame Grégoire et Hélène aussi, qui est le médecin des 2 hôpitaux du jour. Ils ont travaillé ensemble, ils ne sont pas montés sur scène, contrairement à nos collègues tout à l'heure. C'était l'occasion de se recentrer ensemble sur ce qu'ils font, de remettre du sens, et donc je remercie le fait que les équipes aient pu participer à cette journée pour redonner du sens à leur travail, une visibilité et du coup quelque chose de reconnu par tout le monde ici, au moins. Hélène, tu voulais ajouter quelque chose ? Je voulais juste vous remercier aussi, remercier les équipes, et puis on a aussi un 3e hôpital de jour sur Caen, donc l'accueil de jour pour enfants, donc une petite pensée pour eux parce qu'ils sont aujourd'hui auprès des enfants. Voilà, je laisse la parole à mes collègues. Oui, je remercie l'équipe du Chemin Vert parce que c'est un texte qu'on a écrit ensemble. Donc voilà, je commence. C'est le travail du négatif dans le soin institutionnel. Il était une fois un roi et une reine. Chaque jour, ils se disaient « Ah, si nous avions un enfant !» Et point d'enfant. Un jour que la reine était au bain, une grenouille bondit hors de l'eau et lui dit « Ton vœu sera exaucé. Avant qu'une année soit passée, tu mettras une fillette au monde. » Ce que la grenouille avait prédit arriva. La reine donna le jour à une fille. Elle était si belle que le roi ne se tenait plus de joie. Il organisa une grande fête. Il ne se contenta pas d'y inviter ses parents, ses amis, ses connaissances, mais aussi des fées, afin qu'elles fussent favorables à l'enfant. Il y en avait 13 dans son royaume. Mais comme il ne possédait que 12 assiettes d'or pour leur servir un repas, une d'elles ne fut pas invitée. La fête fut magnifique. Alors qu'elle touchait à sa fin, les fées offrirent à l'enfant de fabuleux cadeaux. L'une la vertu, l'autre la beauté, et ainsi de suite. Tout ce qui est désirable au monde, comme 11 fées venaient d'agir ainsi, la 13e survint tout d'abord. Elle voulait se venger de n'avoir pas été invitée. Sans saluer quiconque, elle s'écria d'une forte voix. La fille du roi, dans sa 15e année, se piqua un fuseau et tomba reine morte. Puis elle quitta la salle. Tout le monde fut effrayé. Je pense que tout le monde a reconnu La Belle au bois dormant des frères Grimm. Les contes nous racontent notre humanité et nos peurs les plus profondes. Ce conte raconte notre désir d'enfant, du rêve d'enfant, un peu comme les aborigènes qui pensent que les enfants viennent du pays des rêves. Le désir des parents que leur enfant soit paré de toutes les qualités, qu'il soit heureux, qu'il réussisse, tout ce qu'il entreprend. Beaucoup de fées se penchent ainsi au-dessus du berceau. Il y a parfois une sorcière qui s'invite. Cette sorcière peut porter différents masques, comme une maladie somatique, un handicap, des difficultés à grandir, des troubles du développement, du comportement, ou des troubles psychiques graves. Notre travail dans l'hôpital de jour va être de s'occuper de cette sorcière et de ses effets délétères qu'on peut appeler aussi d'une façon moins poétique le travail du négatif. Le mortifère ne concerne pas que l'enfant, mais aussi son entourage, sa famille et son environnement, comme l'école. Avant de continuer, il nous faut décrire ce que sont nos petits hôpitaux de jour. On a déjà un peu décrit. Ce sont des lieux de soins de 10 places qui accueillent des enfants de 3 à 9 ans, présentant des troubles psychiques graves, des psychoses infantiles, des troubles du spectre autistique ou des pathologies archaïques. Le projet de soins se construit avec les parents, sur un certain nombre de demi-journées, la plupart du temps de 3 et 5 demi-journées, avec des temps de repas. Il est proposé à l'enfant des ateliers avec des médiations en petits groupes. Les médiations peuvent proposer des activités plus axées sur le développement de l'enfant, afin de le favoriser, ou des ateliers plus régressifs, où les soignants reviennent vers des étapes du développement de l'enfant qui sont mal intégrées. Le projet de soins prévoit aussi des rencontres fréquentes avec les parents lors des accompagnements à l'hôpital de jour et des rendez-vous médicaux. Les visites à domicile sont aussi proposées. Ce sont des moments de rencontre au domicile familial avec l'enfant, ses parents et la fratrie, où nous observons l'enfant en interaction avec ses proches pour mieux appréhender les difficultés qu'ils peuvent éprouver et les partager avec eux. Le travail avec les parents est essentiel. C'est dans ces rencontres que se noue l'alliance thérapeutique qui permet aux parents
d'aborder les difficultés de vivre avec un enfant différent. Leur sentiment de doute, d'impuissance et parfois de dévalorisation. Toute la famille peut être impactée, l'enfant malade drainant souvent toutes les énergies parentales et familiales. Ceci peut encore nous faire penser au conte de la Belle au bois dormant, où pour conjurer le sortilège de mort, la 12e fée le transforme en un profond sommeil de 100 ans, qui touche non seulement la princesse, mais aussi toute la cour royale, ainsi que tout ce qui vit dans le royaume. Le temps est figé, englué dans un présent mortifère. Notre travail institutionnel va consister à aider les parents et la famille à accompagner les changements que l'enfant peut réaliser. Sortir de ce temps figé et immuable, le déplier vers un futur possible. Des réunions cliniques et de synthèse permettent à chacun de livrer ses éprouvés. C'est l'essentiel de notre travail. Nous prêtons notre appareil psychique pour contenir les manifestations de l'enfant. Les identifications projectives, parfois terrifiantes. L'enfant va projeter des parties de lui dans les différents soignants qu'il rencontre lors des médiations et des temps de vie sur l'hôpital de jour. Les soignants vont être impactés différemment par ces transferts partiels, dissociés. Certains vont ressentir des sentiments d'étrangeté, de l'angoisse, contrairement à d'autres. Les soignants contiennent ce que l'appareil psychique, encore peu organisé de l'enfant, va projeter au dehors. Ils acceptent d'accueillir ces projections, d'être perturbés par elles, de les contenir, de les métaboliser dans leur appareil à penser les pensées, avant d'en restituer quelque chose de plus tolérable pour l'enfant. C'est par cette contenance institutionnelle que l'enfant va intégrer peu à peu sa propre contenance interne, permettant ainsi l'instauration d'un refoulement plus efficient face au processus primaire. Bion parle alors de transformation, de cette fonction alpha qui permet de détoxifier les éléments bêta énigmatiques en éléments alpha qui peuvent alors s'intégrer dans la vie psychique de l'enfant. Les réunions sont des moments importants de notre travail, par une mise en commun de nos ressentis et éprouvés, de ce que l'enfant a déposé en chacun de nous. Il faut une grande confiance dans l'équipe, pour que chaque soignant puisse exprimer ce qu'il a ressenti au contact de l'enfant. Ces contre-transferts et parfois les contre-attitudes qui peuvent en découler. La parole se doit d'être libre et sans jugement. Il n'y a pas de bon ou mauvais soignant. Les soignants apportent chacun des éléments de la vie psychique de l'enfant. Les points de vue divergent. C'est un peu comme une peinture impressionniste dont on s'éloigne. Chaque couleur va prendre sens auprès des autres et une forme va se dessiner. L'indicible des processus archaïques va ainsi prendre forme et se décliner dans une structure narrative partagée avec l'enfant et sa famille. Celle-ci peut peut-être nous faire penser au cœur, dans le théâtre antique qui commente l'épopée du héros tragique. Ce travail du négatif, où les craintes d'effondrement et les angoisses archaïques, de chute, persécution, dévoration, etc., il y en a beaucoup, ces esprits vont être prises, on l'espère, peu à peu dans le maillage de la pulsion de vie et des progrès de l'enfant. Dans le plaisir du contact, ou tout du moins dans une angoisse plus tolérable, d'une possible rencontre avec un autre et d'une curiosité partagée. Maintenant, je vais vous raconter une autre histoire, celle de Marc. Marc, enfant de 5 ans, entré depuis peu à l'hôpital de jour et présentant des troubles de comportement sévères, des troubles sévères de comportement, pardon, sort au parc avec un autre enfant et 2 soignants. C'est un moment très agréable, où Marc montre des réelles capacités. L'heure du départ arrive, Marc se met alors en retrait du groupe puis ferme les yeux. Au moment de monter dans le véhicule, Marc tombe au sol dans une crise plastique. Il injurie, cherche à passer et griffer les soignants. Il refuse tout contact. Le voyage de retour est éprouvant. Marc frappe, hurle. Pour les soignants, c'est un cri indescriptible. Un cri glaçant, mélange de colère et de détresse profonde. À l'hôpital, d'autres soignants vont prendre le relais. Marc, enfin, se calmera, niché dans les bras d'une soignante. Toute l'équipe est éprouvée par la souffrance et la détresse de Marc. À l'arrivée de sa mère, Marc va se plaindre des soignants. « Ils m'ont fait mal et j'ai crié fort. » La mère évoque alors ses difficultés, c'est aussi à comprendre et à calmer son fils. Puis elle associe sur sa propre colère, cette colère toujours vive à l'encontre du père de Marc, qui s'est suicidé quand ce dernier était petit. Il ne nous a pas protégés.
C'est la première fois qu'elle évoque cette douleur devant son fils. Le lendemain, Marc dessinera une famille escargot. Un petit escargot qui est triste parce que son père est mort, et une maman escargot qui a la langue sale, faisant sans doute référence à la colère maternelle. Depuis cette rencontre, l'équipe et la mère ont remarqué que Marc n'avait pas refait de crise. Cette vignette clinique montre comment les mortifères indifférencient les espaces psychiques entre Marc et sa mère. Ce temps d'élaboration a permis une première différenciation des affects. Marc peut se représenter triste et sa mère en colère. Certes, il nous reste bien du chemin à parcourir, mais cette éclaircie est bien encourageante pour la suite de notre travail auprès de Marc et sa mère. Voilà, cet exposé touche à sa fin. Je suis un peu rapide. Cette présentation peut vous sembler quelque peu idéalisée, et c'est vrai. La psychothérapie institutionnelle, inspirée de la psychanalyse, pour essai vivant, doit lutter contre des vents contraires. D'abord, la psychothérapie institutionnelle est fragilisée, parfois attaquée par l'organisation de travail de nos établissements, qu'on appelle le nouveau management, pour soi-disant plus d'efficacité. Mais c'est le moindre coût qui est le plus souvent recherché. Nos tutelles, ministères et instances savantes nous disent comment soigner, comment prendre en charge le comportement problème. Le soin psychique comme tissage complexe d'un lien entre un sujet souffrant de troubles psychiques et une équipe pluridisciplinaire serait has-been. L'acte est sacralisé au détriment de la pensée. C'est un exercice comptable de résultats soi-disant objectivables et mesurables. L'air du temps a congédié les faits, sans renoncer à la baguette magique de ces nouvelles recettes et autres protocoles. Puis il existe aussi des résistances internes à l'équipe. C'est éprouvant pour les soignants, quel que soit leur statut, d'être en contact avec ces angoisses archaïques, massives, d'accepter de ne rien en comprendre. Nous aussi sommes parfois saisis par des doutes, des moments dépressifs et de sidération de la pensée, des craintes d'effondrement, avec une envie de fuir vers le faire, plutôt que de continuer à penser. La psychothérapie institutionnelle est un travail d'équipe incessant, de tous les jours, une réflexion permanente pour maintenir une pensée vivante et créatrice, afin de ne pas se laisser envahir et déborder par le mortifère. Voilà, le mot de la fin revient à la belle au bois dormant, qui s'éveille au baiser du prince charmant. On espère que dans notre travail, la rencontre d'un autre et d'un désir puisse éveiller l'enfant. Je vous remercie. Bonjour. Avant de commencer, je précise que je viens juste d'arriver, enfin je suis là depuis le mois de mars, donc je vais témoigner avec une position un peu sur le seuil encore. Et je remercie l'équipe de l'hôpital de jour de Cormel du travail qu'on a fait ensemble pour arriver à ce texte. Voilà, je le dis. Fin de matinée, reprendre encore le thème de la journée. Comment faire ensemble avec les pathologies dites archaïques. Notre travail est-il autre chose que de la reprise, encore essayée, toujours recommencer sur accro de vie. L'histoire de la belle au bois dormant que vient de raconter Michel et de ce qui se passe quand la couture se suspend vient de nous en dire quelque chose. Pour parler de nos pratiques, je reprends donc la filature du travail du négatif. Fil illisible à suivre pourtant. Dans nos hôpitaux de jour, recevant des petits aux prises avec ces pathologies, psychose, autisme, narcissisme vacillant et autres distorsions de vie, comment fait-on pour, avec les enfants, l'accueillir, y survivre, ouvrir éventuellement à la transformation de ce qu'elle muselle, cette négativité? Comment s'en faire le jouet jusqu'à en jouer pour la déjouer parfois? C'était mon premier titre. La négativité. Cette chose qui échappe aux mots, ça veut dire quoi dans le quotidien de l'accueil des enfants? Je peux lister des manifestations incarnées de la déferlante pulsion de mort, lorsque la négativité entrave son maillage avec la pulsion de vie, jusqu'à la destructivité. Attaque des liens, attaque de la pensée, de l'activité de représentation par les mots, déchaînement, que cela soit dans le maintien d'un zéro événement ou en excès, d'une jouissance hors mesure qui court-circuite le principe de plaisir, la régulation et le travail de liaison qu'il permet,
Séparation difficile, quelle qu'en soit la forme et les objets qui la souffrent. Négation de la relation en tant que porteuse d'altérité, de différence, de changement. La liste est sans fin en quelque sorte. J'en retiens un aspect qui va faire un peu le fil rouge de mon propos. L'immuabilité, soit la déformation massive du temps vécu. Ce qu'elle induit pour l'enfant et pour les équipes lorsqu'elle entrave l'inscription de ce qui devrait tenir lieu de récit de vie. Un temps présent, figé, arrêté, qui ne semble ni pouvoir s'écouler, ni pouvoir se perdre. Pas de lieu pour le « il était une fois ». Le même jour qui semble se répéter comme à l'identique, du même sans décalage possible. La subjectivité de chacun s'y trouve à la peine. Comme s'il risquait de disparaître, tant le sujet sur qui le temps passe, que celui pour dire l'histoire, que celui pour tendre l'oreille à ce qui se raconte. Les soignants et les enfants l'éprouvent dans leur corps, leur chair, leur être de parole. Pas de la même façon, bien sûr. Alors, prendre soin des subjectivités, de celles des enfants et des nôtres, est sûrement le premier point du comment on fait ensemble pour supporter la négativité assiégeante. Il s'agit de trouver, créer des conditions qui permettent d'y survivre, sans rétorsion, et d'en réchapper. Sans cesse, chercher à réinventer, proposer des petits écarts hors des boucles fermées, comme pour en digérer un peu la matière, et ainsi en offrir aux enfants une infime transformation, que peut-être ils ne prendront pas, et encore le répéter. Et on n'est vraiment pas trop d'une équipe pour faire avec ces vécus qui ne s'inscrivent pas, pour ne pas être happés par la béance ouverte dans laquelle se terrent les enfants sans mots, pour continuer à leur prêter de la subjectivité malgré tout, leur faire crédit de cela. Mais comment se met en œuvre ici se faire à plusieurs? Alors, en témoigner n'est pas simple, d'abord parce qu'en effet, je viens d'arriver, mais aussi parce que c'est une des manifestations du négatif qu'on tente d'approcher. Prendre la parole à son propos est bien difficile, il nous la coupe le plus souvent. Sans parler du contexte institutionnel, qui n'arrive pas toujours à maintenir vivante l'invitation à parler de ce que nous y vivons. Sans parler de cette culture des soignants, où ce qui est fait avec art n'aurait pas droit au chapitre, ni lieu pour, ni légitimité à se dire, à s'élaborer. Ils ne sont pas venus jusqu'à la tribune aujourd'hui, avec moi. Alors, nous avons choisi quelques observations, pas du tout exhaustives, pour illustrer des façons de faire à plusieurs avec ce négatif généré par les pathologies archaïques des enfants, mêlées à nos maladresses institutionnelles. Faire à plusieurs, c'est, à partir de nos statuts et fonctions différents, trouver moyen de laisser du jeu pour que les enfants, les familles, puissent nous attribuer, projeter sur nous un rôle. Par ce costume prêté, se répètent avec nous, jusqu'à possible déchiffrement, entre autres, des scènes de vie du passé dans lesquelles ils se trouvent pris, figés, eux, leurs enfants et nous parfois. C'est ensuite pouvoir reparler en équipe de ces projections, de ce qu'elles nous ont fait, de tous les clivages semés qui peuvent nous déchirer en passage à l'acte, si pas de lieu, de temps pour les déposer. J'en profite pour insister sur un des aspects du faire à plusieurs, le temps de réunion ou le temps dit de reprise, toujours la métaphore du fil à coudre, lorsqu'il nous en donne à retordre, lorsque nous devons en découdre. Parler de ce qui vient de se passer dans un groupe, avec le reste de l'équipe, et quelqu'un qui lui est un peu extérieur, un peu décalé, est précieux autant que nécessaire. C'est comme essayer de prendre soin à plusieurs de l'instituant, de ce qui crée événements et inattendus, du pas de côté hors des répétitions mortifères. C'est comme relancer la curiosité dont on parlait ce matin, aider à continuer à faire crédit aux petits d'être sujet d'adresse comme de demande, même si sans mots. À l'hôpital de jour, faire à plusieurs, c'est donc faire avec le groupe, faire du groupe. Ça se présente comme un énorme paradoxe à souligner. Recevoir des enfants enfermés dans une citadelle, retranchés du lien à l'autre, et leur proposer du groupe pour en sortir, pour ne pas y rester, ni les enfants ni nous, c'est une gageure de taille.
Ici, le thérapeutique, le soin pour chacun ou un par un est noué, indissociablement lié à la prise en charge en groupe du groupe. Ici, les contenants groupaux se chevauchent, sorte de poupée gigogne un peu barbapapa, temps interstitiel d'accueil et de départ, avec une enveloppe groupale souple où sont mises à disposition des adultes comme certains objets choisis. Temps de repas, groupe thérapeutique proprement dit. Toute la journée, les enfants sont baignés dans une dynamique groupale, bordée et contenue par les soignants, mobilisatrice autant que fortement dérangeante, voire angoissante, très angoissante. Toutes sortes de bricolages se font pour résister jusqu'à la créativité, à la chape de négativité sous laquelle les enfants peuvent nous entraîner. Ginette Michaud utilise le terme de praticable pour évoquer ce qui se fabrique avec des patients aux pathologies archaïques. Joli terme, qui désigne aussi au théâtre, on est dans un théâtre, un plateau technique mobile, une partie de décor qui permet les déplacements. C'est un théâtre qui accueille aussi un groupe théâtre ici. Et c'est bien rendre possible les déplacements que l'on cherche dans ces prises en charge, à la fois pour sortir l'enfant de l'immuabilité et pour rester des soignants vivants et créatifs. Pas l'un sans l'autre. Ces bidouillages, autrement nommés dispositifs de prise en charge groupale, aident à rester sur le vif, ouvert à l'extérieur, tout en travaillant les passages, dedans, dehors, mais aussi celui du temps, la question des présents et des absents, dont on a parlé ce matin aussi, de leur présence en absence. Tout cela, en plus de ce que la spécificité de la médiation mobilise. Alors avec l'équipe, nous avons choisi de présenter plus précisément un de ces dispositifs, même si tous ont une pertinence clinique dont il faudrait pouvoir témoigner. Il illustre le comment faire ensemble lorsque cet ensemble intègre un intervenant extérieur. J'essaierai de développer quelques coordonnées que ça permet. Ce groupe se nomme groupe conservatoire. Il existe depuis longtemps, a une histoire liée aux deux intervenants extérieurs qui l'ont porté. Sa forme actuelle fait plus de place au sujet groupe lui-même, alors qu'auparavant, il était plutôt pensé et proposé comme une succession de prises en charge individuelles. Il paraît qu'à présent, c'est au passage, je vous dis ça, on ne dit plus prise en charge, mais prise en soin. Pourtant, c'est bien une charge qu'il s'agit de porter à plusieurs. Pourquoi euphémiser notre fonction phorique, je vous le demande. Je présente les personnages, 2 soignants, 3 enfants, une camionnette nommée Trafic, un intervenant extérieur formé à la musique adaptée au handicap, un château nommé Conservatoire, où l'on pénètre par une grande cour impressionnante, avec ses pièces petites et grandes, ses instruments à entendre comme à jouer, ses portes à découvrir le derrière. Parfois, à la demande, on peut le visiter et approcher ses mystères. C'est la petite pièce qui a été choisie comme lieu de l'intrigue. Petite avec peu d'instruments, le trop est trop grand, faisant peur et carreau. Ce qui s'y passe est entre tissage et danse. Ça commence par l'accueil en groupe, enfants et soignants en cercle, où le son se distribue et se déplace dans le sens ritualisé, ponctué par l'intervenante. Si c'est elle la chef d'orchestre, on peut en jouer et parfois son rôle circule. À cet échauffement groupal va succéder un temps individuel marqué par l'ouverture du cercle. Les chaises s'alignent devant la cheminée, indiquant l'autre scène qui vient, celle du un par un. Chaque enfant passe en effet un temps seul avec l'intervenante à jouer d'un instrument. Les autres regardent et doivent attendre leur tour. Ce qui n'est pas simple, ni dans le silence, ni dans l'immobilité que cela impose. Évidemment, lorsque cette atteinte, oui c'est un peu une atteinte qui est une attente ou une attente qui est une atteinte, lorsque cette attente devient insupportable, des voies de dérivation sont ouvertes. Par exemple, les toilettes avec un adulte. Parfois des mots dits ou écrits circulent sous la porte de celle-ci. Parfois encore, la fuite se précipite vers le dernier rempart, le trafic garé dehors. C'est comme une représentation métonymique de l'hôpital de jour. Et y trouver refuge avec un adulte est une façon de retrouver de la contenance, des bords sûrs, quand l'activité et ou le groupe portent du trop, de l'effraction, de l'insupportable. Je
fais un aparté sur la fonction hautement thérapeutique de ce trafic, à l'arrêt comme en déplacement. Certains soignants parlent de vroom vroom thérapie, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Les enfants y sont portés, bercés, attachés, et donc protégés de fait par cette suspension des corps agissants. La parole y circule, des choses se disent comme à la cantonade, à bon entendeur salut. C'est le moment de précieux échanges tangentiels, rendus possibles grâce à la concentration des adultes, non sur l'enfant, mais sur la conduite, la circulation, le chemin à reprendre. Pour les enfants, c'est comme une façon d'être seul en présence de la mère, dirait Winnicott, à l'abri du déplacement en train de se réaliser vers l'extérieur ou retour vers l'intérieur. Retournons justement dans le château. Lorsque les enfants peuvent supporter l'attente, ils n'en perdent pas une miette. Et ça n'est pas rien. Scène de palais des glaces, plusieurs jeux de miroirs, identification et imitation à la clé s'y diffractent. Aussi bien se voir à la place de celui qui joue. Un enfant parfois se lève et va scruter de tout près ce que l'autre fait seul avec l'adulte. Que se voir à la même place que les autres du groupe qui attendent, à la place de l'adulte qui regarde aussi. Pour les soignants, si à leur fonction, observer, cadrer, border, éviter les débordements groupaux tout en accueillant ceux individuels pour ce qu'ils ont à dire, ces fonctions donc sont habituelles, elles se trouvent déplacées, modifiées dans cet autre groupe conservatoire. Tout en restant vigilants à la dynamique des attendants leur tour, ils observent la scène et le regard de l'intervenant sur l'enfant ravive le leur. Cela permet entre autres de voir l'enfant autrement, ailleurs, d'être surpris, de découvrir des capacités inimaginées à l'enfant, du vif et soufflé là. Et l'enfant peut s'y identifier, se découvrir autre dans le regard des autres. Le dernier temps est de nouveau du groupal, danse et chant ensemble autour du piano, avec ou sans consigne. Puis, le retour en trafic vers l'hôpital du jour, le groupe laisse alors l'intervenante dans son château. Comment rendre compte de ce qui est proposé là en termes de dynamique de groupe, comme levier thérapeutique, de ce qui peut s'y jouer à plusieurs, mais ni aux mêmes places, ni venant du même lieu. Proposer du groupe aux enfants, c'est avant tout créer une enveloppe suffisamment résistante, capable de supporter des déformations sans pourtant se déchirer, et donc offrir un dedans ou s'essayer à exister à plusieurs. Cette enveloppe ne fait pas seulement bord contenant les angoisses de morcellement, de liquéfaction, toutes ces angoisses archaïques. La sécurité apportée rend possible l'investissement, l'utilisation des objets présentés dedans, des adultes aussi. Encore Winnicott et son insistance sur les modalités de présentation de l'objet. Que du nouveau devienne supportable, même si source d'angoisse. Au-delà de ce que la médiation musique offre, que je ne développerai pas ici, ce dispositif est aussi mis en acte d'une tentative d'élaboration des trous vécus comme tels et autres béances, pour les transformer petit à petit en seuils et portes, qui non seulement s'ouvrent et se ferment, mais où circuler se peut, entre dedans et dehors. Plus encore, un plaisir tempéré peut s'y découvrir, comme celui d'y retrouver ce qu'on a laissé la semaine d'avant dans le château. L'espace y trouve structure. L'extérieur du groupe, incarné par l'intervenante, se met à être existant, même quand on est dehors. Dedans ouvre dehors, un dehors qui retrouve le dedans, comme un escargot. On ne s'était pas concerté sur l'escargot avec Michel, pas sans sa langue. En effet, il faut ajouter la dimension temporelle à celle spatiale. Insister sur le temps, celui de la régularité des séances, celui des répétitions qui se ressemblent, longtemps avant que des changements, parfois infimes, apparaissent. C'est un long et très lent travail sur les seuils, les passages, les allers-retours, avec toute l'angoisse que ces changements nourrissent. Car entretenir avec bienveillance un niveau d'angoisse juste suffisant pour qu'un pas de côté hors du même soit tenté, reste une des façons de lutter contre l'effet chronicité produit par l'immuabilité. Au fur et à mesure, à se sentir contenu, sans ressentir d'effraction des organisatrices, à entrer en relation protégée par l'instrument présenté, la musique, les enfants font l'expérience d'une différenciation tolérable
voire agréable. Au bout du chemin, parfois, une ébauche d'inscription de ce qui s'est passé se fait. Photo prise et mise dans un cahier, chanson retenue portée jusqu'à la maison. Elle rend palpable une autre fonction du groupe, celle de proposer un feuillet interne, une surface où des traces peuvent être laissées, inscrites. Et c'est ainsi que, par ce travail à plusieurs, répété chaque semaine, et d'une grande délicatesse, le cercle de vicieux peut tendre à devenir spirale, caracolant vers de nouvelles possibilités de déplacement, jusqu'à les rendre jubilatoires, jusqu'à en permettre l'inscription grosse d'un possible récit. Il était une fois un château, entre deux portes, des êtres, des instruments et des harmonies tentées, si ce n'est retrouvées. Ce n'est pas sans poser de questions, il y en a plein, mais par exemple autour de la fonction soignante et de la délégation de celle-ci à l'intervenante extérieure, mais je laisse ça éventuellement pour le débat. Je voudrais finir sur une autre source de négativité, face à laquelle le « comment y faire ensemble » est une question urgente et vitale. Il s'agit des attaques actuelles contre la psychiatrie, pédopsychiatrie humaniste, celle irriguée par les sciences humaines, celle où le soin psychique passe par la relation, le temps qu'il faut pour cela, et par la prise en charge des sujets dans leur globalité, avec leur complexité, leur division et leurs histoires. Lorsque nos décideurs rabattent notre art sur une cérébrologie où règne le tout neurologique, le quantifiable et le, hélas, rentable, comment fait-on pour continuer à penser le soin, les enfants, à en parler, à les rêver? Lorsque pour des raisons budgétaires et d'évaluation, les soignants sont amenés à réduire la complexité de la clinique à des codes, à des diagnostics acronymiques, à rentrer au sein du dossier informatisé, rouleau compresseur de la parole vive, comment faire pour résister à plusieurs? Lorsque les soignants sont déplacés comme si interchangeables en fonction des vacances de poste, d'un service à l'autre, comment continuer à faire ensemble, c'est-à-dire à accueillir les distributions et circulations de rôles que le mouvement transférentiel des petits et de leurs familles nous attribue? Comment les repérer et s'en reparler si l'équipe est sans cesse éclatée? Comment résister à cela, cette machine nourrie au déni des subjectivités souffrantes, parce que inconciliable avec les visées de rentabilité? Cette machine de destruction du lien, de nos communs, tel que le service public en est un, construit de longue date. Je n'ai pas la réponse. Mais une journée comme aujourd'hui est une des formes que peut prendre le désir de continuer à penser nos pratiques à plusieurs, dans le vivant que ces confrontations raniment. Je vous remercie. J'avais proposé, docteur Andro, de faire un petit mot de conclusion, enfin, je pense. Tout le monde sait bien, vous avez tous... Conclusion ou on passe la parole à la salle plutôt? Comme vous voulez, mais est-ce que vous vouliez terminer sur... c'est vrai que l'intervention votre intervention était quand même très marquante et difficile de répondre à la question que vous soulevez en dernier point. Mais l'idée c'était peut-être d'avoir un mot de la fin avant d'avoir des échanges avec la salle. En tout cas, je remercie mes deux collègues d'avoir fait le porte-parole. Moi, on m'a invité sur la scène il y a 45 minutes, donc je ne savais pas que j'allais être là devant vous. Et voilà, moi je voulais aussi partager toutes ces réflexions qu'on peut avoir avec les collègues, et notamment on parle de contenance de l'institution. Et je pense qu'on a aussi besoin, nous, en tant que soignants, d'être contenus. Et moi, je le vis là depuis 2 ans et demi dans les hôpitaux de jour, et je me rends compte que je ne pourrais pas être contenue sans ces réunions, ces échanges, où des fois on se demande est-ce qu'on a tous besoin d'être là, parce que ça prend quand même du temps. Mais oui, on a tous besoin d'être là, et c'est indispensable. Après, au niveau de l'hôpital de jour, là, les questions qui nous traversent aussi, en plus de cette réflexion autour de la négativité, de comment on l'accueille, comment on la transforme, c'est aussi la place des parents. Faire le lien un petit peu avec ce qui a été dit tout à l'heure dans le monde, où on entend le monde de Cendrillon, on entend le monde autour des patients psychotiques qui peuvent vivre en institution, et nous du coup on a aussi le monde de l'enfant, de l'école, et surtout des parents. Donc là c'est une vraie question qu'on essaie de travailler ensemble, et on a aussi la question du lieu, c'est-à-dire que comment on les fait rentrer dans l'hôpital de jour, parce qu'on a une entrée minuscule.
Et voilà, c'est un peu des réflexions qui sont en ce moment avec nous. Donc si vous voulez nous partager des choses autour de ça, ce serait bienvenu. Merci.